structure qui semble imiter celui de Petra à l'intérieur d'un massif de grès qui abrite des installations liées à des cultes religieux. Pour les archéologues, la valeur des gras est inestimable. Elle a offert une seconde source d'information pour éclairer l'histoire et la culture des Nabatéens. Les fouilles n'ont véritablement débuté ici qu'en 2008, lorsque l'Éden Salé est devenu le premier site saoudien inscrit sur la liste UNESCO du patrimoine de l'humanité. Elles sont depuis effectuées par une équipe franco-saoudienne, co-dirigée par François Villeneuve et Laïla Némé. Le site de Higuera est un site beaucoup plus petit. La ville elle-même est encore très peu fouillée, pour les mêmes raisons qu'à Petra. La tâche est gigantesque au regard des moyens disponibles. Par contre, les tombeaux ont déjà commencé à livrer un grand nombre d'informations. En termes d'architecture, ils ont fourni un point de comparaison qui a permis de mieux comprendre le style unique des monuments nabatéens. On ne trouve pas à Higuera, qui est une ville provinciale, les types de tombeaux les plus élaborés, c'est-à-dire ceux que l'on appelle de la métropole royale à Petra, avec des façades qui font jusqu'à 45 ou 50 mètres de hauteur et beaucoup d'éléments alignisés, comme sur la Khazné par exemple, où on a énormément de sculptures. Les techniques les plus fines de taille des tombeaux ne sont pas représentées dans les façades de Higuera. Donc on rejoint l'idée d'une ville de province dont les notables essayent, souhaitent faire tailler des tombeaux de la même qualité, de la même importance que ceux de Petra, mais avec une absence de finesse technique que l'on décèle parfaitement sur les façades de tombeaux. Mais malgré ces différences, les principes appliqués sont les mêmes que pour les grandes façades de Petra. Les tombes nabatéennes sont le résultat de combinaisons de styles, et je crois qu'il a existé une expression pour les désigner qui me semble assez juste, c'est celle de baroque arabe. C'est-à-dire qu'en fait on superpose les éléments à la fois par combinaison de styles différents, mais aussi par empilement des niveaux. Les Nabatéens étaient des nomades, donc sans passer de bâtisseurs. Leurs premières constructions ont probablement été leurs monuments funéraires monolithiques, simplement décorés de merlons. Mais avec le développement de leur activité commerciale, leurs sources d'inspiration se sont diversifiées. Les Nabatéens se sont inspirés de tous les styles des peuples avec lesquels ils étaient en contact, donc à la fois l'Orient, l'Égypte, Rome, la Grèce. Je dirais leur force et ce qui fait un petit peu leur intérêt pour nous, c'est qu'ils ont rassemblé tous ces styles pour en faire leur propre style tout à fait original. Mais comment une population d'origine nomade a-t-elle pu ainsi s'approprier des styles que les grands empires avaient mis des siècles à développer? Selon Tom Paradise, une partie de la réponse réside dans l'ingéniosité avec laquelle ils ont su tirer parti de la matière première qu'ils étaient contraints d'utiliser. Ce grès qui constituait l'unique roche de leur environnement. Le grès que l'on trouve ici et que les Nabatéens ont utilisé est un matériau que l'on rencontre dans tout le bassin méditerranéen. Mais ce n'est pas du tout un matériau classique pour la construction. Il est assez friable, il s'érode facilement et on ne sait pas du tout ce qu'on peut rencontrer lorsqu'on s'enfonce dans la roche. Ce comportement imprévisible de la roche a d'ailleurs à Petra comme à Higuera parfois obligé les tailleurs à abandonner une façade en cours de réalisation. Il leur a vraiment fallu une connaissance intime de cette roche pour pouvoir la travailler de cette manière inhabituelle et parvenir à ce résultat somptueux. Ils ont créé un style architectural qui tirait parti de ce dont ils disposaient. Et pour ce faire, ils ont adapté les techniques de taille connues à l'époque pour leur donner une toute autre dimension.
approche tout à fait inédite. Sculpter leurs monuments plutôt que de les construire. C'est-à-dire se fondre dans leur environnement tout en se l'appropriant totalement. Mais comment ont-ils pu sculpter à même la falaise ces façades de 30 ou 40 mètres de haut? Le bois est ici bien trop rare pour l'utiliser pour des échafaudages, et aucun des monuments de Pétra ou d'Aigra ne porte de marque trahissant leur usage. Sur la falaise qui domine le centre-ville de Pétra, une façade inachevée qui aurait été plus gigantesque encore que la Rasnay a livré un indice. Ceci nous montre la méthode unique qui a été employée pour tailler cette architecture dans la roche. Pour sculpter une surface, en principe, on s'enfonce progressivement dans la pierre. Mais ici, à Pétra, ils ont commencé par tailler en profondeur aussi loin qu'ils pouvaient, puis progresser de haut en bas, jusqu'au sol, comme s'ils révélaient au fur et à mesure l'ensemble de la façade. Aucune autre société ou culture n'a utilisé ce type de technique pour des réalisations de cette ampleur. Fasciné par ce tour de force, Tom Paradise s'est lancé dans une entreprise originale. Reconstituer aujourd'hui la taille d'une tombe nabatéenne afin de mettre à l'épreuve les différentes hypothèses formulées jusqu'à présent sur les techniques employées. Il a choisi un modèle de tombe modeste, mais représentatif. Un encadrement de portes romains, des colonnes à chapiteaux nabatéens, une gorge égyptienne et bien sûr des merlons. Il y a à Pétra quelques façades somptueuses, comme le monastère ou le trésor. Mais ce type de décor est présent sur plus de 500 autres façades sur le site. Ce style représente donc vraiment l'archétype de la façade de tombeau. Tailler les falaises de grès à Pétra est bien sûr inimaginable. Et c'est aux États-Unis que se déroulera cette expérience. Premier défi pour les deux tailleurs de pierre, Blake Rankin et Nathan Hunt, trouver en Californie un grès qui présente les mêmes caractéristiques que celui utilisé par les Nabatéens à Pétra. Celui-là a l'air pas mal. On recherche un grès à grain fin qui se prête à un travail de taille ornementale. On dirait que c'est le genre de pierre qu'il nous faut. Oui, c'est parfait. Elle va être très bien à tailler. Pour le choix des outils, Tom Paradise s'est inspiré des marques visibles sur les monuments nabatéens. La technique en matière de burin pour la pierre n'a pas changé en 2000 ans. Nous utilisons le même burin, et donc il laisse les mêmes traces. Burin à dents, burin plat et burin à pointe sont toujours utilisés aujourd'hui. Le burin à pointe est celui qu'on utilise pour l'ébauche, lorsqu'il faut dégager de grosses quantités de pierre. C'est donc à l'aide de burin à pointe que les deux tailleurs s'attaquent au rocher. Le grès est certes plus friable que les autres matériaux habituellement utilisés pour des constructions dans l'Antiquité. Mais c'est tout de même une roche. Il leur faudra plusieurs semaines de travail pour dégager la première plateforme qui va leur permettre d'accéder sans échafaudage à la surface qu'ils vont devoir sculpter. Mais en créant cette plateforme, ils ont aussi découvert que l'équilibre de la forme du rocher ne se prêtait pas exactement aux intentions initiales de Tom Paradise. On ne peut jamais savoir comment ça va fonctionner avec le rocher tant qu'on n'a pas commencé. Ça rendra beaucoup mieux si on est là. Élargir la façade modifie un peu le motif que composent les merlons. Or, à Pétra comme à Aigra, ils semblent tous légèrement différents les uns des autres, ce qui a longtemps intrigué les archéologues. On se rend de plus en plus compte que les contraintes du rocher imposent des modifications des éléments décoratifs. Je pense qu'on avait sous-estimé cette influence de la roche jusqu'à présent.
Ils rencontrent alors un problème auquel ont dû être souvent confrontés les Nabatéens. Travailler cette surface verticale sans aucun recul, du fait de l'étroitesse de la corniche, présente des risques bien réels. Ma plus grande crainte, c'est de mourir comme un Nabatéen, en tombant du rocher. Il y a 2000 ans, combien de tailleurs de pierre ont payé de leur vie la réalisation de monuments comme la Rasnée? Parvenus au tiers de leur travail, ils constatent un phénomène étonnant. J'ai vraiment du mal à croire que c'est la taille de cette surface qui a produit tous ces gravats. Le volume des pierres dégagées semble bien plus imposant que celui qu'elles occupaient lorsqu'elles faisaient partie du rocher. Et les tombeaux inachevés de Hégra ont révélé que les Nabatéens avaient trouvé un moyen de tirer parti de ce phénomène. Dans un environnement pauvre en ressources comme le désert, rien ne peut être considéré comme un déchet. Il n'y a rien de tel qu'un tombeau inachevé pour comprendre comment les Nabatéens taillaient les façades. Et quand on regardait bien le haut, on voyait des espèces de saignées, un peu en forme de créneaux, qui montrent qu'on récupérait les blocs qui étaient extraits pour en faire des blocs de construction dans la ville, par exemple. Une étude menée ici a permis d'évaluer les quantités de pierres qui étaient ainsi récupérées pour d'autres constructions. Le tombeau le plus grand de Hégra, qui a été souhaité par un stratège qui devait être un petit peu mégalomane, il aurait été nécessaire, s'il avait été achevé, d'enlever environ 5000 mètres cubes de pierre, ce qui est énorme. 5000 mètres cubes, c'est environ le quart du volume de pierre utilisé par les Romains pour la construction du pont du Gard. Trois mois après le début des travaux, l'équipe peut enfin s'attaquer aux finitions. Et là encore, ils découvrent que même les gravats avaient une utilisation. Je me sers de la roche que nous avons dégagée pour le dernier polissage des surfaces. Bravo les gars, c'est superbe. On a des styles égyptiens, assyriens, gréco-romains, et quand on regarde l'ensemble, c'est vraiment nabatéen. Et maintenant, c'est un peu californien. Cette expérience aura démontré à quel point sculpter une façade plutôt que la construire n'est en aucun cas un choix de facilité. Elle souligne aussi l'originalité et l'économie des méthodes développées par les Nabatéens. Tailler un petit tombeau devait leur prendre des mois. Un grand, sans aucun doute, des années. Ils en ont taillé des centaines. Et ce sont en partie les blocs récupérés de ces travaux qui leur ont ensuite permis de construire leur ville. Quelle place occupaient donc ces sépultures dans la société nabatéenne pour qu'on leur consacre autant d'énergie et de moyens, au point que toute l'architecture de cette civilisation semble s'être développée à partir d'eux. Les fouilles de tombes menées à Hégra ont permis d'apporter quelques éléments de réponse. Nathalie de l'Hôpital est une spécialiste de l'archéologie funéraire. Mais ici, comme à Petra, les 2000 ans qui se sont écoulés ont laissé bien peu d'indices pour les archéologues. Ils ont été complètement pillés et c'est des pillages qui ont eu lieu, qui ont été répétés et répétés. Ici, je trouve vraiment rarement des choses en connexion. C'est même un piège avec une certaine violence parce que les choses sont déchirées. Dans la tombe que j'ai fouillée précédemment, j'ai pu déduire qu'ils arrachaient les doigts pour récupérer des bagues, par exemple. Cependant, grâce aux conditions climatiques particulièrement sèches qui règnent ici, il y a souvent plus d'informations à glaner dans les restes de ces pillages qu'à Petra. Ici, on trouve principalement des ossements d'individus qui ont été éliminés dans cette tombe.
Du cuir, donc qui devait servir au linceul pour les individus, du bois pour les cercueils, ainsi que du textile. La quantité de ces ossements montre que ces sépultures abritaient bien plus de corps que le nombre de fosses creusées à l'intérieur ne pourrait le laisser penser. Là, par exemple, vous avez 2 fosses. Donc là, vous avez probablement un individu qui est enterré dans les fosses. Et ensuite, ils accumulaient des individus sur le sol, dans des cercueils et dans des linceuls. C'est des inhumations qui sont déroulées sur 3 siècles. Les premières analyses du matériel récolté lui ont permis d'être plus précises. Ici, vous avez les ossements que j'ai découverts dans Tombogène 97. Donc vous avez surtout les crânes, les mandibules. Et là, une partie des bras que j'ai découvert.